fois la taille de Monaco. C'est pour vous dire la responsabilité que vous avez à rendre ce foncier toujours plus vivant. Étienne, tu es accompagné de Christian Lema, qui est directeur RSE Monde de Nood et qui travaille main dans la main avec Citrus pour créer des lieux de vie qui ont du sens. Nood a d'ailleurs soutenu l'année dernière via Agotera une agricultrice accompagnée par notre partenaire France Carbone Agri, qui sont dans la salle d'ailleurs, à quelques kilomètres de leur site de Fâche, dans le Nord. Citrus et Nood ont également initié une approche qui a beaucoup de sens avec Foodbiome, qui est une entreprise à mission qui structure des projets alimentaires au niveau des territoires. Et nous avons la chance d'avoir Jean-Philippe Carrard, qui est le fondateur de Foodbiome et qui est également le président de Pour une agriculture du vivant, une association qu'on a rejoint en 2021. L'agroécologie ne serait pas possible sans les agriculteurs. Et merci à Jérémy Rowe d'être avec nous ce matin, notamment parce que c'est une grosse période de semis. Nous, on vient de finir, il nous reste que quelques hectares de maïs, on a été pris par la pluie en début de semaine. Mais Jérémy, tu es en agriculture de conservation des sols depuis des années, tu vas nous expliquer, et tu es également engagé dans un projet PAP sur un des sites de Citrus. Et justement, pour commencer, je vais te donner la parole, Étienne, pour que tu nous expliques ta vision. Merci. Alors, sans aller à Monaco, à Avignon et à Fâche-Tuménil et à d'autres endroits, on est en train d'inventer des palais des papes. PAP désignant pôle agricole alimentaire de proximité. Et donc, Citrus foncièrement vivant, c'est une nouvelle signature. Et on a lancé cette réinvention du business model d'une foncière qui a une bonne partie de son patrimoine dit artificialisé, pour indiquer qu'il y avait un shift nécessaire et que l'immobilier étant le lieu où les choses se passent, ça avait beaucoup de sens de commencer par là. J'ai bien aimé tes ratios tout à l'heure en plénière. Les miens sont 40% du problème climatique viennent de l'immobilier, puisque c'est là où beaucoup de choses se passent. Donc 40%, c'est 20% construction, 20% vie de l'immeuble, exploitation. Et puis, en fait, l'agriculture industrielle, c'est 20% aussi. Donc l'immobilier et l'agriculture, c'est les 2/3 du problème, mais en fait, c'est probablement les 3/4, peut-être même plus, de la solution. Et donc travailler ensemble, par des gens qui se tournaient un peu le dos assez rapidement, historiquement, ça a beaucoup de sens. Donc je suis le périurbain, j'ai bien compris. Et j'aime bien commencer mes interventions ou mes échanges par une question, et j'attends beaucoup. Il n'y aura pas d'interrogation évidemment, et puis on espère avoir beaucoup de temps pour échanger avec vous. Mais dans la salle, combien se sentent à l'aise pour communiquer, expliquer un peu ce que c'est que le changement climatique? En levant la main. Bon, je suis super content, j'ai battu mon record. Là, on est à peu près à 20%. D'habitude, c'est 10, donc bravo, mais 20%. Alors maintenant, plus dur, les limites planétaires. Record battu encore une fois, donc c'est pas mal. D'habitude, c'est 2%. Donc c'est voilà, bon, vous faites 2 et 3 fois mieux que les ratios habituels. Et alors, du coup, c'est un peu le début de pourquoi tout d'un coup Citrus a une signature qui s'appelle foncièrement vivant. Sa signature précédente, pendant des années, ça a été des commerçants au service des commerçants, ce qui a beaucoup de sens aussi, et on ne le renie pas. Ensuite, ça a été With Citizen for Citizen. Donc ça, c'était intéressant. On s'intéressait de manière plus sociétale, plus responsable à nos chalands, qui devenaient des citoyens, avec qui on partageait des enjeux. Et puis là, on s'est dit, mais l'enjeu, c'est le vivant. Le vivant est attaqué partout. Et en fait, quelque part, il faut le défendre. Alors du coup, je commence par le petit graphique qui est là, qui est produit par un centre de recherche qui s'appelle le Stockholm Resilience Center, qui est utilisé par une forme nouvelle d'économie dite du beignet, du donut economy. Les limites planétaires, il y en a 9. Évidemment, elles sont du vivant. Donc les étudiants d'AgroParisTech, j'espère qu'ils les connaissent par cœur. Et du coup, je me dis, il n'y en a peut-être pas tant que ça dans la salle. Évidemment, il y en a une qui s'appelle le changement climatique. Elle est allègrement franchie. Et une limite planétaire qui est franchie, c'est en fait un seuil. Et quand on s'intéresse à l'écologie en tant que science, à l'écosystémique, les équilibres dans des écosystèmes sont forcément dynamiques. Le changement, il est permanent, l'adaptation est permanente. Quand on passe un seuil, l'écosystème perd sa résilience
Et il y a des déséquilibres, tout simplement, qui ont lieu et qui déclenchent des sauts vers des catastrophes, ou en tout cas de l'inconnu. Et là, ce qu'on est en train de traiter classiquement avec le carbone, c'est le saut vers l'inconnu, qui est que quand on va dépasser, certains c'est 2 degrés, pour d'autres c'est 3, pour d'autres encore c'est 4, quand on va dépasser ces limites, en fait, on ne sait plus du tout si ça revient en arrière, si on a une possibilité de retour à un équilibre convenable, en tout cas qui fait que la vie continue convenablement. Donc franchir les limites planétaires, c'est malheureusement pas du tout un diagnostic embêtant, c'est un diagnostic de catastrophe. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, parce que, bien sûr, on peut revenir en arrière, mais il ne faut pas aller trop loin dans le franchissement, sinon on n'arrive plus à revenir en arrière. Donc j'aime bien ce graphique pour cette raison. D'abord parce que, voilà, diagnostic un peu dur, il faut en prendre conscience. Ça remet en question n'importe quel business model, à part celui de l'agriculture régénératrice. Mais quand l'agriculture régénératrice est placée à un endroit qui va morfler, eh ben, le business model est remis en question quand même. Donc, la remise en question, elle est radicale. Les solutions, elles vont être de transition, de tout un tas de nuances, mais le problème est radical. Mais il y a une limite planétaire que j'aime bien, c'est celle de l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique. Pourquoi ? Parce qu'elle a été allègrement franchie par les aérosols. Et en fait, les ultraviolets qui atteignent la Terre, parmi tous les rayonnements qui peuvent atteindre la Terre, eh bien, ils sont mortels. Ils sont très violents s'ils ne sont pas filtrés. Et ils sont filtrés par la couche d'ozone, qui a été attaquée pendant quelques années. Et entre guillemets, la planète, les humains se sont dit, tiens, on va peut-être arrêter d'envoyer dans l'atmosphère ces gaz-là qui bousillent cette couche d'ozone qui est très très haut dans l'atmosphère. Et on a su arrêter de faire des bêtises. Et l'ozone atmosphérique est revenu, enfin d'ailleurs stratosphérique, est revenu dans des limites soutenables. Et la vie, en tout cas de ce point de vue-là, a cessé d'être menacée. Donc ça veut dire, pour notre thème de conférence générale, que l'action collective, elle est non seulement nécessaire, mais elle peut être suffisante. Et en plus, voilà, elle peut avoir des résultats avec des résultats rapides. L'autre petit saut copernicien que Citros fait, et que j'aime bien partager en introduction, c'est qu'on a souvent des triptyques, people, planète, profit, profit, people, planète, dans des ordres qu'on ne sait pas exactement argumenter. Et puis, parfois, ça déclenche des entreprises qui se disent oh, bah, si je fais un peu plus pour le people, c'est pas très grave si j'abîme la planète. Et en fait, le petit saut copernicien, c'est juste de comprendre une loi physique de base. C'est qu'on est d'abord sur la planète, on est d'abord dans un environnement. Dans cet environnement, on peut choisir de faire société, people. Et si cette société fonctionne bien, on a un espoir de générer une prospérité, des profits, mais une prospérité pour l'homme. Donc il n'y a pas de compensation, il y a des inclusions. Et donc il faut commencer, malheureusement ou heureusement, selon son opinion, mais il faut commencer par planète. Ce n'est pas une priorité morale, c'est une priorité physique. Alors, du coup, quand on est une entreprise qui a 2 métiers, mettre des mètres carrés à disposition des gens, des entreprises, l'immobilier. Je loue mes locaux, j'offre un service. Mes locaux, en l'occurrence, sont animés par Noud, représentés ici par Christian. Je dois réfléchir en termes de baisser mes émissions carbone, baisser mes consommations, etc. Faire le mieux possible, entre guillemets, un peu optimiser. Mon deuxième métier, c'est de transformer mes lieux. Donc quand je transforme, je vais construire. Et ben en fait, ce métier de construire aujourd'hui, il est, je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est 20% du problème. Donc il est aujourd'hui, la plupart du temps, extrêmement destructeur, et pas que en termes climatiques. Donc en théorie, je devrais simplement arrêter si je me situe dans cette partie-là des possibilités de modèles économiques qui vont du dégénératif au régénératif. Donc assez rapidement, le dégénératif, c'est... en gros, je résume, hein, mais je privatise les profits et je partage les pertes et les impacts négatifs. C'est beaucoup de modèles économiques aujourd'hui. Et évidemment, avec de la RSE, etc., on essaye de réduire tout ça et de converger vers le développement durable. Le développement durable, c'est impact zéro. Mon activité économique ne déclenche pas quelque chose qui gêne les chances de développement futures. Ici, j'ai du responsable, c'est-à-dire je diminue mes impacts. Je diminue. Et
voilà, on en est à peu près ici aujourd'hui en tant qu'humanité, et on vise le développement durable. Ça, on est à peu près tous d'accord. Et de l'autre côté, il y a le contributif, qui fait écho à ce mot, puisque quand on est mauvais là-dessus, en fait, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de compenser, mais on peut faire mieux que compenser. C'est le thème de la conférence cette année, c'est de passer à un modèle qui soit contributif. Autrement dit, on n'achète pas juste le droit de polluer, si je résume. On essaye de faire en sorte que le modèle d'affaires soit plus dans l'échange, dans la coopération, dans la co-construction, dans le partage et dans la synergie des effets. En fait, ça a été l'enjeu avec l'équipe de Mathieu, ça a été de se dire compenser. Ben non, en fait, on va essayer de travailler avec notre territoire. Et on va essayer d'engager le territoire dans une trajectoire qui va viser effectivement non seulement la neutralité carbone, si possible plus vite que 2050, mais même au-delà, créer de la qualité de vie, créer du bien-être, créer de la proximité, de la coopération, et donc, le plus possible, passer dans un modèle contributif. Le régénératif, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que la nature qui y arrive, vraiment. Et le régénératif, c'est du coup de l'agriculture régénérative qui a un impact positif. C'est-à-dire que cette activité-là, elle a quelque chose d'assez magique et qui est encore assez rare, c'est d'améliorer les chances du développement futur. Donc là, on fait mieux que du développement durable, on fait du développement régénératif qui améliore les chances du futur. Donc on est venu vous parler aujourd'hui d'un cas concret, puisqu'on commence à en avoir, on en est très fiers, on a bossé finalement pas loin de 2 ans pour élaborer un modèle, ces fameux PAP. Et donc je suis très content de passer la parole à Jean-Philippe, qui va vous parler de ce changement de paradigme, quelque part, de se dire que on passe d'une relation de transaction à une relation de relation, une relation de lien, où on travaille ensemble et on essaye de comprendre les modèles d'affaires des uns des autres pour que ça fonctionne mieux et plus intelligemment et plus efficacement et de manière la plus régénérative possible. Merci Étienne. Et en fait, Étienne décrivait la trajectoire de réflexion du monde de l'immobilier, et moi j'étais inscrit dans 30 ans d'histoire des filières alimentaires, et à un moment donné, comment ces projets, ces trajectoires se rejoignent. En fait, c'est autour de ce constat, c'est que pendant 80 ans, le monde alimentaire et agricole, de façon complètement parallèle, s'est industrialisé. On a industrialisé l'agriculture, on a industrialisé les chaînes alimentaires, et puis tout ça sur fond d'une énergie carbonée fossile bon marché. On a complètement rompu tout lien entre un territoire agricole et son bassin de vie. Aujourd'hui, c'est 3, parfois 2% d'une production de biomasse agricole qui est fléchée sur son territoire. Tout part et puis revient, ou revient pas. Et quand ça revient anonyme, ça revient ultra transformé, ça revient ultra intermédiaire. Donc finalement, on a rompu tout lien physique entre un territoire et son bassin de vie. Mais on a aussi rompu tout lien culturel, puisque avec l'exode rural et moins de 2% d'agriculteurs aujourd'hui, on a des générations et des générations qui ne savent plus du tout comment poussent les choses, qu'est-ce que l'agriculture, même la nature, c'est un concept assez éloigné. Et donc on a un problème civilisationnel, voire anthropologique, parce que la solution, elle est dans la nature et plus personne ne comprend ce qui s'y passe. Et face à ces 80 ans de déconnexion, je veux bien que tu appuies sur le bouton s'il te plaît, en fait, notre enjeu, c'est la reconnexion. Et la reconnexion, moi, ça fait des années que j'y réfléchis, que ce soit dans le cadre de Pour une agriculture du vivant, qui traite des démarches de régénération en agriculture, et puis, étant plutôt un acteur des filières, j'ai fondé Foodbiome pour travailler sur les nouvelles chaînes alimentaires de proximité qui renouent ce lien culturel et physique entre les bassins de production et les bassins de consommation. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a 2 mondes qui ne se parlent pas et qui pourtant n'ont pas de futur sans se resynchroniser. Il y a la mythologie de la ville durable, de la smart city, de la ville résiliente et de toute cette espèce d'urbanité mystique qui pourrait devenir demain bas carbone, régénératif, etc. Ça, pardon, mais ça n'existe pas, c'est complètement mythologique. La ville durable n'existe pas.
sans un territoire durable. Si elle ne s'inscrit pas dans cette reconnexion avec son bassin agricole et donc une production de biomasse susceptible de gérer ses ressources en eau, la production de biodiversité, de réguler son climat, de développer une résilience alimentaire face aux crises qui nous attendent, et on n'a rien vu. On va vers un cycle de dérèglement qui va être extrêmement brutal sur le plan géopolitique, sur le plan climatique, sur le plan sanitaire, sur le plan social. N'oublions pas que tout le monde parle du climat, mais la société est extrêmement fragile aussi dans nos liens et que ça peut péter sous plein d'angles assez différents, mais qui tous nous renvoient au même constat, c'est qu'il va falloir renouer ce lien entre nous et la nature, et que finalement, quand on réfléchit à tous les enjeux auxquels réfléchit la ville et les enjeux auxquels réfléchit l'agriculture, finalement, il y a une interdépendance très très forte, et l'un ne résoudra pas, enfin, n'avancera pas sans l'autre. Et cette reconnexion, moi j'en ai acquis la conviction, elle passera par le périurbain. En tout cas, ce sera la pointe de l'iceberg par laquelle cette reconnexion, notamment culturelle, va être la plus prégnante. C'est pas en périurbain qu'on va produire en masse notre alimentation, la biomasse qui nous fabriquera les matériaux post-carbone fossile et les bioactifs et la bioénergie. C'est évidemment les bassins agricoles beaucoup plus larges, mais pour autant, le périurbain est un lieu extrêmement important pour renouer des espaces de dialogue, pour construire des infrastructures de proximité et pour travailler à cette reconnexion culturelle. Et donc, du coup, moi, je travaille aujourd'hui avec Foodbiome sur différentes dynamiques. La transition agriculture régénérative a une composante qu'on n'a pas encore beaucoup employée, mais c'est le mot diversité, parce qu'en fait, il faut remettre de la diversité partout, il faut remettre de tout partout, mais de la diversité génétique, de la diversité dans les rotations, dans les productions, dans les savoir-faire, et cette diversité, elle va forcément avoir comme corollaire la proximité, c'est-à-dire des filières de proximité susceptibles d'accueillir tous ces efforts que les mondes agricoles vont faire pour diversifier leurs assolements, leurs rotations, leurs ateliers, et il va falloir pouvoir les valoriser en proximité dans des filières de proximité. Il y a cette reconnexion culturelle qui participe complètement de cette dynamique. Et puis, il y a la circularité, la bioéconomie, le retour au sol des biodéchets, qui est un énorme enjeu. Se passer des emballages plastiques, c'est quand même plus simple sur des supply chains de territoire, etc. Donc derrière cette reconnexion, on voit bien qu'il y a plein d'enjeux qui sont extrêmement civilisationnels, anthropologiques, politiques. Et du coup, c'est ce qui nous a amené à proposer et à travailler avec Citrus sur ces logiques de PAP. Et je vais laisser Christian nous expliquer un petit peu la philosophie des PAP et comment ça marche. Merci. Je suis ravi de pouvoir partager ce projet avec vous parce que je représente Nood, l'entreprise de services immobiliers du même groupe que Citrus. On est à la fois frères d'entreprise, parce qu'on fait partie du même groupe, mais on est également client prestataire, parce que Nood gère les lieux de vie, les centres commerciaux, principalement de Citrus, et ce sont les 1000 collaborateurs de Nood qui, au quotidien, pilotent toute la vie des sites. Historiquement, on parle de déconnexion, c'est que nous, les centres commerciaux que l'on gérait historiquement, étaient complètement découpés, éloignés finalement de tout l'écosystème qu'il y avait autour des centres commerciaux. Il y avait une forme d'hégémonie du centre commercial dans lequel toutes les familles prenaient leur voiture pour aller faire le course le week-end et pousser le caddie entre guillemets dans la galerie. Et le monde qui était le monde du futur devient un petit peu le monde du passé. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près là-dessus. Et donc finalement, les lieux que l'on a l'habitude de gérer n'incarnent plus l'avenir. Et ce qu'on s'est dit très tôt chez Nood, c'est que finalement, ce lieu hégémonique fermé ne survivra pas s'il ne s'ouvre pas sur son territoire et sur l'écosystème autour de lui. Et donc finalement, c'est de passer de lieu de consommation à un lieu de vie. Et en fait, quand on a vu arriver le projet PAP, c'est vraiment ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est finalement la création finalement d'un lieu de vie où ces voisins agriculteurs qui sont dans les fonciers ou sur les fonciers de Citrus et qui font partie finalement de toute l'emprise foncière que l'on gère au quotidien, et avec qui on parlait très peu, c'était une très belle opportunité de recréer un lien concret, de pouvoir travailler ensemble sur des véritables projets. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui 8 sites ou 8 territoires qui sont déjà engagés parmi les sites gérés par Nood pour le compte de Citrus à travers la France. Donc vous avez Fâche-Tuménil, Grande-Sainte, Petite Forêt, Mantes-la-Jolie, dans lequel on a un peu plus de mal à avancer, mais
on continue à se battre avec les équipes Foodbiome, Châteauroux, Bouliac, Toulouse et Avignon. Et donc tous ces projets, ce sont pour nous des projets de recréation de liens avec les territoires et qui sont en pleine lignée avec la vision de Nood et celle forcément de Citrus. Et pour l'anecdote, Nood, ça veut dire neighborhood, donc le bon voisin. Et donc on ne s'imaginait pas pouvoir gérer de tels lieux et de tels fonciers sans pour autant pouvoir travailler avec tout le territoire autour. Et donc 4 leviers ont vite émergé de nos échanges pour les projets PAP, pôle agricole et alimentaire de proximité. Le premier levier, c'est finalement de préserver les espaces naturels et agricoles, de densifier finalement ces espaces. Et finalement, ce qu'on voit derrière, c'est l'augmentation de la biodiversité, c'est l'augmentation aussi de pratiques responsables dans la gestion des sols, parce que ce qui se passe, c'est qu'on confie des sols à des agriculteurs, mais le propriétaire et le responsable restent Citrus. Et donc, lorsque les pratiques ne sont pas bonnes et ne sont pas à impact finalement sur le foncier, ça reste également un sujet extrêmement important pour le propriétaire, pour lequel nous, on doit veiller et avec lequel nous travaillons sur Foodbiome. Ensuite, c'était aussi de pouvoir répondre à des enjeux de résilience alimentaire. On sait très bien qu'on ne sauvera pas le monde seul, avec nos projets. Mais on croit fortement à la pratique du colibri. Je pense qu'on est tous convaincus de ça. Et donc, cette capacité finalement à faire chacun des petits pas, à contribuer finalement à faire avancer ce sujet de résilience alimentaire qui, de notre point de vue, sera un enjeu clé dans la résilience de nos sociétés demain. Et donc finalement, là où le centre commercial était simplement à l'intérieur une réponse sur des enjeux alimentaires, on se dit que les abords du centre commercial doivent également proposer des solutions et des réponses pour la résilience alimentaire. Concernant aussi également un autre levier, c'est la reconnexion des citoyens avec le monde agricole. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de la reconnexion finalement de cette ville qui s'est éloignée culturellement de la nature. Moi, par exemple, mes enfants, j'en ai 3, c'est 3 enfants des villes. Ils ne connaissent pas le sol, ce ne sont pas des sujets vers lesquels ils s'intéressent naturellement. Et donc, généralement, les enfants qui passent dans nos centres commerciaux sont des enfants des villes, très éloignés des champs. Et donc, finalement, alors que les champs sont juste à proximité et derrière le centre commercial dans lequel ils viennent pousser le caddie. Et donc, finalement, comment on recrée du lien? Je parle des enfants, mais c'est pas que les enfants. Ce ne sont pas que les enfants, même les adultes, parfois, sont très éloignés de ces sujets. Et donc, à un moment donné, c'est de faire comprendre aussi que la boue, c'est pas sale, et que le sol est vivant, et que c'est ce qui nous nourrit, et c'est ce qui permet notre survie. Et le dernier point, c'est finalement aussi l'alignement d'intérêts avec nos parties prenantes. Et nos parties prenantes, en particulier du monde agricole. Le sujet, c'est pas simplement de s'asseoir, parce que on est très proche d'Auchan, on fait partie du même écosystème, de faire des négos, gros volumes sur des produits. Ça, c'est pas notre enjeu, nous, en tant qu'acteurs immobiliers. Nous, notre enjeu, en étant gagnant-gagnant, c'est comment on peut s'asseoir avec ces agriculteurs qui sont à proximité de nos centres ou sur les fonciers dont nous sommes propriétaires et construire des projets ensemble. Des projets qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Et finalement, PAP devient un véhicule nous permettant finalement de recréer du lien et de recréer finalement de la prospérité. Parce que Étienne en parlait tout à l'heure, la prospérité, ça passe par quoi? La planète, donc les sols que l'on gère, l'humain, notre capacité à faire société, à échanger ensemble, et finalement la création de valeur qui est portée par des projets, notamment à travers ces 8 projets, créateurs de valeur pour chacune de nos organisations. Voilà. Du coup, voilà, un PAP, très simplement, c'est très modulaire. Sur un site ou un autre, ça peut être très très différent. Et ça vient couvrir 4 axes: produire, nourrir, éveiller, régénérer. Et avec les acteurs du territoire, avec les spécificités que révèle le territoire, on vient appuyer sur un angle ou sur un autre. Parfois, des surfaces foncières de Citrus sont propres à l'agriculture, parfois elles ne le sont pas. Parfois, nous avons des agriculteurs qui déjà opèrent ces surfaces, parfois ce sont des friches. Nous avons des projets dans un rayon d'action qui peuvent exister et être très vertueux, qu'on ne viendra certainement pas concurrencer, etc. etc. Donc, bien sûr, le design est modulaire et l'idée, c'est de construire une boîte à outils
capitaliser nationalement pour pouvoir de plus en plus favoriser la transformation des centres co de façon efficiente avec ces modules qu'on va venir constituer, bien sûr, toujours avec des partenaires. Donc un exemple concret, et je vais appeler Jérémy Thomas à me rejoindre pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc, Petite Forêt, c'est à côté de Valenciennes, ça touche Valenciennes, c'est un centre commercial Auchan que vous voyez là. Tout ce qui est gris, c'est la zone commerciale. Mais malgré tout, vous voyez, c'est une zone qui a quand même pas mangé toute la campagne, il reste un peu de vert, et donc l'enjeu c'est de le préserver, l'enjeu c'est de regarder ce qu'on en fait demain. Et donc voilà, concrètement sur cette zone de Petite Forêt qui est un des 8 projets dont on vous a parlé, il y a une ferme qui avait très très peu de lien avec la zone commerciale qui était derrière et qui allait probablement, si on laissait l'histoire continuer, se faire manger peut-être comme... non mais bon, en tout cas, on était dans une approche qui était complètement étanche et avec laquelle des liens se sont recréés. Et puis, cette zone agricole de 15 hectares, qui est le triangle sud que vous voyez là, qui est l'objet du centre du projet, sur lequel opéraient des agriculteurs, dont Jérémy, depuis pas mal de temps, peut-être même depuis toujours, ta famille. On est la 7e génération. Voilà, donc finalement, Jérémy n'est pas chez lui, mais un peu quand même. Et donc, au final, c'est ça qu'on essaye de renouer aussi au travers de ces projets. Et si on avance juste sur un élément de préfiguration, en fait, concrètement sur Petite Forêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimplanter de l'agroforesterie et on va inscrire les projets agricoles dans la durée, avec, on va dire, une visibilité beaucoup plus longue sur le temps d'exploitation. On va aussi construire un tiers-lieu fermier, alors construire, mais de façon très très minimaliste et réversible, avec une véritable éco-conception, un tiers-lieu qui sera composé d'une serre bioclimatique, d'un espace de restauration locavore, de salles de séminaires et de réception qui seront ouverts sur la parcelle agricole, de jardins potagers et bien sûr d'unités de compostage, de récupération des eaux de pluie sur le toit de l'hypermarché, qui alimentera un bassin de rétention et l'irrigation du maraîchage voisin, etc., etc. Mais le plus simple, c'est peut-être aussi de vous laisser la parole, Jérémy et Thomas, et puis que vous nous racontiez un petit peu comment, vous, côté agriculteur, vous avez déjà... quelles sont vos pratiques, comment vous gérez aujourd'hui l'exploitation, et puis comment vous vivez un projet comme celui-là, vu du regard d'un agriculteur depuis cette génération. Et comment on a survécu aussi à être encore en ville, autour d'un centre commercial. Bonjour à tous. Donc Jérémy Rowe, 42 ans. Je suis d'abord un passionné. J'ai grandi à la ferme sur l'exploitation familiale. Donc comme je disais, on est là avec mon frère. Enfin, je suis avec mon frère sur l'exploitation. Un petit peu plus près le micro. Ouais, là ça va mieux. Ouais. Donc voilà, ça a été une évidence pour moi, ainsi que mon frère, c'est de reprendre l'exploitation familiale. Alors par contre, conscient en ville que c'était pas évident. Donc j'ai fait des études agricoles, j'étais 6 ans à l'Institut de Genève, pas très loin de Lille, où j'ai effectué un BEP, un Bac Pro et un BTS Axe, donc basé sur la gestion. J'ai fait des stages agricoles qui m'ont passionné également, j'ai voyagé pas mal, et puis je suis revenu sur l'exploitation en 2005, rejoindre mon frère et mon papa. Malheureusement, l'exploitation, donc, qui est une exploitation de 85 hectares avec de la polyculture élevage, on avait un élevage laitier en plein centre-ville, ne pouvait pas permettre de mettre un salaire à 3 ménages, 3 foyers. Donc on s'est diversifié dans l'attente de reprendre une exploitation, de s'agrandir et puis que ce soit un petit peu plus viable. Avec mon frère, donc on a monté une structure transport terrassement à côté. Et puis au final, des opportunités sont venues à nous. Donc l'exploitation, au fur et à mesure, a augmenté. On a transféré les bêtes sur une exploitation voisine, sur la commune d'Anon, près de Saint-Amand-les-Eaux. On a monté une structure laitière, donc là-bas c'est plus une exploitation élevage, avec les 2 tiers en herbe. De l'herbe là-bas, il faut la revaloriser aussi. On a une belle équipe de jeunes sur l'exploitation, et puis on prend régulièrement des stagiaires. Donc Thomas, ici présent, il est venu plusieurs années en stage, en apprentissage, et au final aujourd'hui il est chef de culture, c'est l'exploitation, et il nous a vraiment incité plus à aller dans les techniques de conservation des sols, les semis sous couvert, le semi-direct, tout ça. Et nous, le fait des doubles actifs, ça nous intéressait beaucoup, parce qu'au final c'était un gain de temps et ça nous permettait de nous dégager du temps aussi pour pouvoir être sur les activités à côté.
Donc je vais laisser Thomas présenter un petit peu la conversion qu'on a eue donc, au SMI direct, au SMI sous couvert. Donc aujourd'hui, ça fait 7-8 ans à peu près qu'on s'est converti là-dedans. Donc ça a été du matériel onéreux aussi pour nous. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas, on a quand même des bons résultats. Et puis voilà. Je vais laisser Thomas présenter un petit peu. Je ne vais pas trop me dévier, hein. On est quand même là plus par rapport à technique respectueuse de l'environnement. Donc je vais le laisser en parler un petit peu. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas Denain, je travaille sur l'exploitation de Jérémy et son frère depuis 5 ans. 5 ans salariés avec 3 ans d'apprentissage auparavant. Comme Jérémy vient de le dire, on est passé en agriculture de conservation des sols depuis 8 ans maintenant. Si on peut peut-être faire le tour de l'agriculture de conservation des sols et voir comment moi je la définis. Donc l'idée de base, c'est de respecter les sols et de rendre plus vivants ces sols. Donc ne plus travailler ou voire travailler le minimum possible les sols pour pouvoir permettre à la vie du sol de se régénérer. Acquérir au fur et à mesure des années de transition une autofertilité des sols, notamment en travaillant avec des couverts d'interculture semés à haute densité, qui vont permettre, qui vont stocker de l'azote, qui vont décompacter les sols, donc, permettre de laisser de la des litière couverts haute aussi. densité déjà, avec majoritairement des légumineuses qui vont permettre d'être autonomes en azote, de ne pas devoir mettre d'intrants sur ces couverts, et qui vont nous apporter aussi un effet rhizosphérique bénéfique à la vie du sol, ce qui va permettre d'augmenter la vie microbienne du sol et ainsi avoir un sol qui est plus résilient de façon hydrique et qui va permettre de valoriser au mieux les intrants. Ce que je peux dire, c'est que j'ai peur de m'éparpiller. Parce qu'on est là quand même... Et comment du coup, et Jérémy, Thomas, vous qui êtes agriculteurs à la ville, comment vous vivez des projets comme cela? Voilà. Et vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, oui, c'est vraiment pas évident parce que j'ai peur de m'éparpiller puis de sortir un peu, d'être hors sujet après. Mais non, mais parce que je peux raconter une belle histoire, hein, mais voilà. On n'est pas là pour ça non plus, mais voilà, nous vous transmettre un peu nous. Mais la ville, on rencontre quand même beaucoup de problématiques avec les nuisances. Aujourd'hui, sortir un pulvé en ville, c'est vraiment pas évident. Pulvériser autour d'un centre commercial, mettre des engrais. Donc voilà, faire de la poussière, salir les routes. Voilà, aujourd'hui, moi sur la commune de Rheims où on est exploitant, à l'époque il y avait peut-être 15 exploitations il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, il en reste plus que 2, quoi. Voilà, en disant ça, donc la ville a beaucoup mordu sur le foncier. Voilà, on a vu le développement du centre commercial Auchan à 1 km de l'exploitation. Voilà, nous l'objectif, c'était de résister, de rester là, de s'adapter, trouver des solutions, des techniques qui nous permettent de continuer à faire notre métier dans des bonnes conditions et puis surtout être accepté des gens, de la ville, tout ça. Donc on communique beaucoup. Je prends un exemple, on est passé par rapport à la fertilisation en localisé, voilà, sortir avec un distributeur engrais centrifuge et puis mettre de l'engrais chez les voisins qui vont toucher les voitures ou les maisons. Enfin, ça peut entraîner des complications au niveau ambiance. Donc on est vraiment parti dans toutes ces techniques-là. Super. C'est un exemple. Et au final, voilà, dans le but par rapport à la double activité de gagner du temps, on est parti surtout des techniques comme ça pour respecter plus les sols, passer le moins de temps possible. Et puis c'est vrai qu'on avait de l'élevage sur l'exploitation, donc au niveau matière organique, on n'était pas trop embêté, mais on s'est quand même vite rendu compte qu'en mettant des bons couverts, qu'en respectant les sols, derrière les terres, elles le rendaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des profils, on a l'occasion de faire, parce qu'on est quand même pionnier dans le secteur, c'est pas vouloir, voilà. Mais c'est des techniques en ville qui se sont pas beaucoup développées. Les techniques, voilà, on voit plutôt ça dans les grandes plaines. Donc on était quand même un peu pionniers et on s'est vite rendu compte. Et ce qui nous a fait vraiment très plaisir, c'est qu'on a vu une vie dans les sols vraiment. Beaucoup de vers de terre, on a vu beaucoup moins de flaques d'eau dans les champs, c'est con, mais voilà, après, aujourd'hui on est quand même confronté à beaucoup de pluviométrie excessive dans des courtes périodes, et on s'est quand même rendu compte dans ces techniques-là
que nos sols absorbaient beaucoup mieux l'eau, et puis qu'il y avait plus de vie, et puis que derrière, nos analyses étaient cohérentes. Donc ça nous a fait plaisir. La transition n'a pas été évidente. On a quand même eu un peu de casse, de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture respectueuse des sols. Mais au final, non, on ne regrette pas. On ne regrette pas. Et puis quand on voit les jeunes derrière qui nous poussent, et puis qui nous aide à innover, on se sent encore Et l'étape d'après, c'est l'agroforesterie, puisqu'on a Auchan, agroforestier sur la parcelle. Auchan nous ont conviés ici, et je les remercie. Auchan, Citrus. Oui, Citrus, ouais, excusez-moi. Citrus, on les remercie. Nous, c'est une ouverture d'esprit. On a dû prendre la voiture, revenir dans un amphi, tout ça. C'est un petit temps d'adaptation. Hein. Je pense qu'on peut applaudir l'effort. C'est 20 ans en arrière. On n'est plus habitué à discuter dans des universités. Donc, mais ça fait plaisir. Et puis, oui, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, justement, on va passer à quelques questions de la salle. C'est aussi l'idée. Voilà. Et donc, une première question. Moi, je vais mener les micros. Bonjour, Nathalie Fichot, directrice d'Interchanvre, l'interprofession du chanvre et secrétaire générale de Construire en chanvre. Du coup, je connais bien le monde agricole. Je voulais savoir si la production du coup de la ferme, puisque vous allez produire sur ces 15 hectares, elle allait être commercialisée directement dans le Auchan ou directement, ou est-ce que vous avez une boutique pour faire de la vente directe, pour qu'il y ait un vrai lien? Parce que je pense que la priorité, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment de recréer du lien entre le consommateur et le producteur. Et c'est le meilleur moyen de vendre directement sa production. Sur le tiers-lieu, il y aura un gros restaurant de plusieurs centaines de couverts qui pourra absorber une partie des productions, des fermes voisines et pas seulement de cette parcelle. Et on aura un petit magasin de producteurs. Maintenant, l'enjeu d'une parcelle de 15 hectares, c'est pas forcément dans sa diversité de pouvoir... Mais on a la chance d'avoir la ferme voisine de Bonne-Espérance, qui est une ferme maraîchère et qui se prête bien à la vente directe, qui en fait déjà. Et on va donc, dans ce tiers-lieu aussi, offrir une vitrine aux produits du territoire. On a l'exemple en chanvre sur la mairie de Melun. Ils ont fait des parcelles de chanvre là où seraient construits les écoquartiers. Et du coup, ils faisaient de la pédagogie auprès des habitants pour dire la matière première qui servira à construire les bâtiments demain. Donc, il n'y a pas que le côté alimentaire, il y a aussi le fait qu'on ait une vitrine. Jérémy, est-ce que le champ, c'est une option? Alors, on n'exploite pas les 15 hectares autour d'Auchan. On exploite une bonne partie, une dizaine d'hectares. Donc, non, on ne travaille pas avec Auchan. C'est-à-dire qu'on ne vend pas nos produits à Auchan. Par contre, oui, les exploitations voisines qui font essentiellement du maraîchage travaillent avec Auchan. Donc, ils livrent leurs salades et quelques produits. Donc, nous, sur l'exploitation, on fait un petit peu de vente au détail. J'ai encore mon papa qui est présent et on est content. Mais bon, c'est vrai que les conflits de génération, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, on laisse gérer un petit peu le détail et il n'est pas fait comme nous, on souhaiterait avec mon frère. Mais on le voit en bonne santé, ça lui fait plaisir, il voit du monde, mais on verra plus tard. Mais oui, il y a plusieurs projets qui mûrissent. Mais si on est là aujourd'hui, oui, c'est parce qu'Auchan a voulu vraiment savoir avec les agriculteurs autour du centre commercial comment ils travaillaient, s'ils correspondaient aussi à eux, comment ils voyaient les choses à l'avenir. Et c'est vrai que quand on leur a expliqué toutes nos techniques, tout ça, ils étaient super contents. Et puis au final, ça leur faisait plaisir de travailler avec des agriculteurs, parce que c'est nos propriétaires, qui étaient quand même soucieux du respect des sols et puis d'avoir une vision plus à long terme. Voilà. Juste important juste de préciser le qui est qui, parce qu'on mélange pas mal d'entreprises. Donc à l'échelle d'un site, vous avez Auchan qui est propriétaire de l'hypermarché, Citrus qui est propriétaire de la galerie marchande, et Nood qui est exploitant de la galerie marchande. Voilà, juste pour que vous compreniez le qui fait quoi. Et effectivement, peut-être pour compléter, il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est pas des projets évidents, sinon ça prendrait pas de temps et puis on serait même pas là pour en parler en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des parties prenantes diverses et variées, que Auchan va avoir des positions différentes. Les PAP, là, il y en a 8 en cours, mais sachez qu'on en lance 3 par trimestre, puisqu'on a voulu sortir d'une logique de test et d'essai. On a dit c'est stratégique, on y va, on en lance 3 par trimestre. Donc ça fait... À l'échelle de Citrus, ça fait quand même un programme d'une petite dizaine d'années quand même, vu le nombre de sites qu'on a. Mais il y a ce volant.
C'est des logiques de coopération. Et Auchan, le directeur de magasin d'Auchan va avoir des réactions éventuellement différentes d'un projet à l'autre, va être plus ou moins ouvert, mais je tiens à préciser qu'effectivement Auchan est associé à la démarche et l'accueille positivement. Effectivement, pour un grand distributeur, c'est pas facile d'insérer une production spéciale, ultra localisée, quand on a des enjeux d'achat en masse. Voilà, parce que le métier d'Auchan, c'est évidemment d'acheter en masse pour que les consommateurs payent le moins cher possible. Mais voilà, il y a cet enjeu, y compris de gamme, de relocalisation de la production. Et donc, voilà, ce que je tiens à dire aussi, c'est merci de travailler sur le foncier de Citrus. Et évidemment, vous avez vos fonciers, etc. Quand on a réfléchi à la stratégie de Citrus, on s'est dit on a mine de rien un effet de halo. Alors quand on est strictement sur le commerce, ça s'appelle une zone de chalandise, mais on a un effet de halo. Nos parkings sont des îlots de chaleur entre 6 et 8 degrés. Si on revégétalise tout ça, si on retravaille le site, ça peut être des îlots de fraîcheur entre 1 et 2 degrés. Donc on gagne de 8 à 10 degrés quand c'est pénible, quand c'est l'été, en juillet, en août, qui fait 40 degrés, en fait il fait 38 chez nous au lieu de 45. Donc il y a un enjeu d'embarquement de parties prenantes qui sont multiples, avec qui il faut parler tranquillement et simplement. Il y a une notion de simplicité et de transparence, de dire qu'on partage authentiquement des enjeux pour faire une transformation de territoire. Merci. On va prendre une dernière question. Et comme... Alors vraiment, t'es sûr ? Ok, super. Comme directeur RSE de Microsoft qui est très galant. Bonjour, merci. Alors, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Moi, j'ai une réaction et 2 questions. Une question qui est liée à la réaction. La réaction, c'est que je suis surprise parce que vous excusez presque de la nuisance de l'agriculture sur le milieu urbain. Je trouve ça déconcertant. Qui est liée à ma question. Du coup, comment vous identifiez les nuisances ? Alors moi, par rapport à un tropisme professionnel par les eaux de ruissellement notamment et les hydrocarbures qui sont charriés vers les sols, comment est-ce que vous gérez ça du coup en méthode urbaine ? Et ma deuxième question, qui n'a pas vraiment de lien, donc je ne sais pas comment vous ferez la transition, je vous laisse vous en débrouiller, c'est la valorisation de vos légumineuses qui sont liées du coup finalement à la réduction de la consommation de la viande, par l'apport protéinique. Donc, est-ce que vous valorisez ces légumineuses ou qu'est-ce que vous en faites ? Les couverts, c'est quoi leur devenir ? Merci. Et le challenge, c'est en 2 minutes. Alors, pour les légumineuses, je laisserai Thomas en parler. Par rapport à moi, m'excusez, oui, vous avez raison, mais il faut savoir que les gens veulent vraiment des maisons et derrière des champs, mais ils veulent être tranquilles. Donc, on doit vraiment faire attention à la façon, nous, on travaille, et de ne pas se les mettre à dos. Ça va, aujourd'hui, les gens deviennent quand même très exigeants, et puis de ne pas être embêtés, voilà. Donc... c'est pas toujours évident, et j'ai un grand frère qui communique beaucoup et puis qui n'hésite pas quand il y a des gens qui sont là à prendre des photos, à se demander qu'est-ce qu'on va mettre, voilà, à communiquer, leur expliquer. Donc c'est vrai que derrière on est passionné, mais malheureusement oui, les gens il faut qu'ils mangent, mais ils veulent pas les inconvénients. En gros voilà. Donc c'est pas évident. Donc oui, c'est vrai que j'ai cette position-là, mais pourtant à cœur de continuer à faire notre métier, défendre les valeurs qu'on nous a transmises, et puis à évoluer pour se faire accepter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous dans notre secteur, quand je vous disais qu'il y avait 15 exploitations, aujourd'hui on reste 2, qu'ils ont jeté l'éponge, quoi. Clairement, ils en ont eu marre. Donc pour le sujet légumineuse, je vais vous laisser le traiter en binôme si ça vous dérange pas. On est en retard. Oui, je sais, mais bon, du coup, il faut quand même mettre un petit peu de rythme. Je vous remercie beaucoup, Christian, Étienne, Thomas, que je t'ai pas cité, excuse-moi au début, Jérémy et Jean-Philippe pour cette conférence passionnante. On va continuer, du coup, on peut les applaudir.